Bonjour, je m'appelle Laurence, j'ai 26 ans, je suis opticienne. Nicolas, 27 ans, je suis jeune diplômé et je viens de créer une plateforme internet de mise en relation entre les artisans et leurs clients. On est amis d'enfance. Et on part en Turquie. La Turquie, pour moi, c'est des plages de sable blanc, l'eau turquoise. Pays diverses dans ces paysages. Les petites criques préservées. Avec 8000 km de côte baignée par 4 mers différentes, la Turquie est l'un des 10 pays les plus visités au monde. D'Istanbul à l'Anatolie centrale, en passant par la fascinante Cappadoce, cette terre grande comme une fois et demie la France offre d'innombrables trésors à découvrir. Pour moi, ça évoque l'Orient, ses mystères, l'ancienne route de la soie. C'est des noms qui font rêver, comme Constantinople et Byzance. Un carrefour du monde où se croisent l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient. Membre de l'OTAN depuis 1952, la Turquie a fait sa première demande d'adhésion à l'Union européenne en 1987. Gouvernée par le parti islamiste de l'AKP depuis près de 10 ans, c'est le seul pays musulman à appliquer une constitution laïque. Sa position stratégique en fait un acteur incontournable de la scène régionale. C'est vraiment des plages de rêve. Ah ouais, c'est vrai que là, ça fait paradisiaque. L'eau turquoise. Pas besoin d'aller aux Antilles finalement. Finalement, ouais, c'est vrai que La c'est... Turquie. La question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne interpelle Nicolas et Laurence, et même si le but de leur voyage est avant tout balnéaire et culturel, ils ont bien l'intention d'aller voir les Turcs de plus près. Alors vous partez en Turquie, mais c'est quel type de voyage précisément que vous faites? Alors c'est une croisière en fait dans la baie de Gokova, voilà, donc au sud de la Turquie. Donc c'est un site assez préservé, assez vert, avec beaucoup de forêts. Et des paysages très divers en fait, hein, donc assez riches. Et là on va être sur un bateau traditionnel turc, un cotre en bois. L'avantage c'est que tous les matins on va se réveiller dans une crique différente, avec des paysages somptueux. C'est un voyage original parce qu'on va arriver en fait par la mer et on va pouvoir accéder comme ça à des sites. À des sites archéologiques, voilà. Et puis c'est vrai que ça nous permet d'allier en fait le côté tourisme avec balnéaire. Balnéaire, voilà. Et la visite culturelle aussi. Alors nous, on va essayer de vous aider à préparer votre voyage. Par rapport à ce patrimoine culturel que vous allez découvrir, qu'est-ce que vous avez envie de savoir? C'est vrai que par rapport à la conservation des sites archéologiques, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Qu'est-ce qu'on va trouver comme vestiges sur place? Est-ce que c'est en bon état? J'ai cru comprendre qu'il y avait certains sites qui étaient mieux préservés parce qu'il n'y avait pas eu de tremblement de terre. Mais j'avais été frappé par la liberté qu'on a sur les sites archéologiques. On peut se dire que quelqu'un qui est mal intentionné ou autre peut détériorer à ce moment-là ces sites. Pour répondre aux questions de Laurence et de Nicolas sur le patrimoine historique de la Turquie, nous allons d'abord rencontrer Pierre Chuvin. Il est historien, spécialiste de la Turquie et de la Grèce antique. Bonjour Pierre Chuvin. Bonjour Caroline. Nos voyageurs vont donc faire une croisière bleue dans la fameuse baie de Gokova. Quelles sont les influences qu'on trouve sur cette partie-là de la Turquie? Vous savez, c'est un genre de feuilleté. Il y a absolument... C'est un millefeuille. Presque, c'est un millefeuille, exactement. Non seulement les Grecs ont apporté avec eux, bien sûr, leur fabuleuse mythologie, leur sensibilité de sculpteurs, mais il y a eu aussi, pas moins important peut-être, les Perses. Leur conception, par exemple, sur l'art funéraire, sur la nécessité de ne pas souiller la terre avec les cadavres. C'est pourquoi d'ailleurs on creuse dans de la roche. Et en particulier, vous avez sur toute une série de falaises des tombeaux rupestres avec la façade, c'est un peu celle d'un temple grec, avec un fronton, avec 2 colonnes. Et puis derrière, vous avez une chambre funéraire. Et puis, ce que vous avez aussi, c'est évidemment des forteresses. Parce que pendant assez longtemps, la région précisément où se déroule la croisière bleue a été occupée par les Vénitiens. Ce qui fait qu'il y a par exemple à Bodrum le château Saint-Pierre qui est
c'est une très belle œuvre d'architecture médiévale européenne. Et alors si on sort de cette région-là précisément, le patrimoine historique de la Turquie, il est particulièrement varié? Alors, il est énorme parce que ça commence avec les sites préhistoriques de Çatalhöyük avec leurs très belles peintures et leur modelage. Alors là, c'est des dates vertigineuses, moins 7000, moins 8000 ans. Enfin. Et il va, au fond, le patrimoine, il va jusqu'au pont sur le Bosphore, jusqu'aux immeubles Art Nouveau d'Istanbul. Et on passe par les chrétientés médiévales, c'est-à-dire les Byzantins, bien sûr, mais aussi les Arméniens. Et n'oublions pas les Géorgiens qui font des églises presque aussi belles que celles des Arméniens. Les Syriaques aussi. Et du coup, ce patrimoine historique, c'est un enjeu aussi patriotique? Alors, c'est un enjeu idéologique et même parfois politique. Il y a eu des guides bleus, il y a longtemps de ça, qui ne prononçaient même pas le mot arménien, qui ne l'écrivaient même pas. Ils occultaient toute une partie de ce patrimoine, alors? C'était occulté. Alors maintenant, de ce point de vue-là, il faut dire que les choses ont bien changé. Aujourd'hui, on ne démolit plus, mais il faut bien dire qu'on a démoli des églises qui pourraient être très très belles. On a même restauré, mais alors toujours avec des réticences, on restaure l'église d'Artamar, mais au début, ils n'ont pas voulu remettre une croix au sommet. Laurence, elle, se demande quel est l'état de préservation de ce qu'on appelle des trésors, véritablement, du patrimoine. Alors, les ruines gréco-romaines, disons, en Turquie, sont en général dans un état de conservation très bon. Alors, actuellement, il y a une politique de préservation qui d'ailleurs a commencé dès le 19e avec des lois très strictes qui interdisaient l'exportation des antiquités du pays. Et sur l'entretien des lieux, parce que Nicolas, lui, il a l'impression que les touristes sont libres d'aller n'importe où, de grimper, qu'il n'y a pas véritablement de règles autour de ça. Il faudrait beaucoup de gardiens dans les sites. Et d'autre part, des sites qui ont énormément de visiteurs comme Éphèse, c'est que les pas des visiteurs usent les pierres et on voit les monuments se dégrader. Alors il y a une contradiction entre la conservation et l'exposition. Oui, et puis il y a autre chose aussi, il y a aussi la politique de l'État. Par exemple, l'UNESCO a menacé de retirer Istanbul de la liste du patrimoine mondial de l'humanité pour la mettre sur les sites en danger, à cause des travaux récents. Absolument. À cause de la manière dont avaient été menées les restaurations des remparts, ces remparts qui remontent à la fin du 5e siècle, du 4e siècle après Jésus-Christ, et qui ont été constamment entretenus, réparés, etc. Ça a été très très mal fait, on peut dire que c'est presque défiguré. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des sites en danger? Les sites en danger, c'est par l'urbanisation d'une part, parce qu'elle détruit quand même pas mal de choses. Et puis alors la catastrophe, c'est les barrages. Alors vous avez Zeugma. Zeugma, c'était un site d'une richesse incroyable. Et pourquoi Zeugma, il est en danger? Zeugma, il n'est plus en danger, il est noyé. Merci beaucoup. Une cité engloutie. Ouais. Dommage. Une cité engloutie. Engloutie, pardon. Ouais. Ouais. À un moment, il évoque une église où on a refusé de reproduire l'église, notamment d'inscrire une croix au sommet. Je ne pouvais pas imaginer qu'une restauration était un vecteur politique. Et religieux, là, en l'occurrence. Ouais. La religion, vous avez des interrogations sur le sujet? Par rapport aux femmes, est-ce qu'elles portent le voile? Comme je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, la religion est essentiellement islamique. Oui, 99% je crois de la population. Surtout que c'est un des rares pays du bassin méditerranéen qui est laïque. Et je crois que récemment, j'ai vu une information sur Internet dans laquelle, en fait, le parti actuellement au pouvoir est un parti plutôt islamiste qui a fait voter des lois et qui a notamment remis le voile. Il remet en question le port du voile, oui. Ouais, et donc dans les lieux publics... L'interdiction du port du voile, vous voulez dire? L'interdiction du port du voile dans les lieux publics. Donc une question d'un retour en arrière sur la laïcité. La Turquie est un pays qui interpelle particulièrement les voyageurs parce que c'est le seul pays musulman à appliquer une constitution laïque. Du coup, Laurence notamment s'interroge sur la situation des femmes. Est-ce qu'elles vivent comme dans les sociétés occidentales ou plutôt comme dans les pays musulmans? On va en parler avec l'écrivain turc Nedim Gürsel. Il vit depuis 40 ans à Paris et il est particulièrement concerné par la question parce qu'il a fait l'objet d'un procès avec l'un de ses livres, Les filles d'Allah. Il a été accusé d'incitation à la haine religieuse avant d'être acquitté. Bonjour Nedim Gürsel. Bonjour. Merci.
Et la laïcité, on la voit notamment directement à la situation des femmes. Comment sont les femmes en Turquie? Est-ce qu'elles sont voilées? Est-ce qu'elles travaillent? Quelle est leur situation? Depuis la fondation de la République de Turquie par Atatürk en 1923, l'État turc est laïque. On le dit, on le répète souvent, les femmes en Turquie ont eu le droit de vote avant les Françaises. Les femmes travaillent dans les grandes villes, vous voyez beaucoup de médecins, d'avocats. Maintenant, on voit de plus en plus, surtout dans les grandes villes, des femmes voilées. Ça, c'est un phénomène récent. Il y a aussi en Turquie, malheureusement, ces derniers temps, une sorte de violence qui s'exerce sur les femmes dans l'espace privé. Par exemple, certaines épouses ont été assassinées par leur mari parce qu'elles ont demandé le divorce. Il y a malheureusement en Turquie encore, dans les campagnes reculées, notamment dans la région du sud-est, des jeunes filles assassinées par leurs proches parce qu'elles n'ont pas accepté d'épouser un tel ou parce qu'elles ont fui le foyer familial, etc. Des crimes d'honneur. Les crimes d'honneur, voilà. Et donc, c'est la question que se posent en fait nos voyageurs. La situation pour vous, elle est en régression? Je ne sais pas si on peut appeler ça une régression, mais ce que je constate d'abord, c'est durant l'exercice du pouvoir de l'AKP, la société turque elle-même est devenue conservatrice. Mais il faut aussi admettre que la laïcité turque a ses particularités. Car c'est finalement, à travers ce que nous appelons Diyanet İşleri, la direction des affaires religieuses, c'est l'État qui gère, qui administre le religieux. Aujourd'hui, la direction des affaires religieuses, qui dépend du Premier ministre, donc qui est une institution gouvernementale, a un budget qui dépasse celui du ministère de l'Intérieur. Et moi, je constate depuis quelques années que cette direction des affaires religieuses est de plus en plus présente dans les médias, et je dirais même sur la scène politique. Et alors, qui est le garant de la laïcité? C'est l'armée en Turquie? L'armée est le garant de la laïcité, mais l'armée n'est pas aussi présente qu'auparavant sur la scène politique. Et cela est une bonne chose. Je crois que l'AKP y est pour quelque chose. Mais en même temps, il faut que maintenant la société civile soit garant de cette laïcité, car je pense que sans la laïcité, il n'y a pas de démocratie. Est-ce que vous diriez qu'il y a une spécificité turque en ce qui concerne la laïcité? Oui, après la fondation de la République de Turquie, les confréries religieuses, par exemple, ont été dissoutes. C'est-à-dire les courants soufis qui sont nés en Anatolie, qui représentaient un islam beaucoup plus tolérant, comme le Bektaşisme par exemple, ou comme le Mevlevisme, la secte des derviches tourneurs, tout cela a été dissous, alors que l'État, à mon avis, n'aurait pas dû intervenir pour limiter ou interdire la pratique d'une certaine forme de religion. Et oui, la confrérie des derviches tourneurs a été interdite par les lois de la République en 1925. Elle est d'ailleurs toujours officiellement interdite. Et pourtant, leur danse envoûtante et particulièrement visuelle constitue l'un des attraits culturels majeurs du pays. Et de nombreux spectacles sont organisés pour les touristes. On va en parler avec Kutsi Erguner. C'est un musicien soufi. Il joue du ney, cette flûte traditionnelle. Bonjour. Parlez-nous de votre instrument Kutsi. Le ney, donc c'est l'instrument qui est indispensable pour les derviches tourneurs. Indispensable pour la cérémonie de derviche tourneur. Parce que c'est lui qui permet aux danseurs, aux musiciens d'entrer en communion avec Dieu. Par leur danse, on est censé d'être en communion avec Dieu en permanence. Mais il y a aussi un état qu'on appelle le vejd, une espèce
d'état de de transe, si Ouais. vous voulez. Donc le ney, comme étant écouté comme le discours d'un homme sage, un homme inspiré par Dieu, c'est vraiment une écoute de préférence qui prépare cet état. Les derviches tournés en général et même le soufisme, est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire et parler de cette confrérie? Le soufisme, c'est le nom général d'un mouvement dans le monde musulman qui a commencé à peu près au 7e siècle de l'ère chrétienne. Donc ce mouvement est venu jusqu'au 12-13e siècle comme un mouvement de pureté, de recherche de foi pure, de la foi C'est tourné pure. vers la contemplation, Voilà, l'intériorisation. voilà. Mais sans séparer de la société. Tout en vivant dans la société. Tout en vivant dans la société. Mais par contre, à partir du 12-13e siècle, il y a eu une nouvelle ère qui est donc au début, qui a ses débuts avec Jalaluddin Rumi. On sait que Rumi a vécu un moment d'extase comme ça quand il traversait le marché dans la ville de Konya. Et c'était la rue où il y avait les bijoutiers qui tapotaient l'or. Donc les bruits de martèlement qui faisaient une harmonie rythmique. Et du coup, en plein milieu du marché, il s'est mis à tournoyer, pousser des cris. Il a vécu un état d'extase. Et c'est ainsi que les choses sont démarrées d'une manière tout à fait spontanée. C'est plus tard le fils de Rumi, comme le nombre des élèves et des disciples augmente de plus en plus, il a senti la nécessité de codifier tout cela. Donc à partir de cette époque-là, le soufisme a pris un autre tournant, avec plus de centaines de centres éparpillés dans l'Empire ottoman, en Égypte, en Syrie, en Irak, en Turquie. Et puis dans les Balkans, Sarajevo, à Athènes, à Thessaloniki, enfin, même à Rhodes, en Crète, Ouais. à Chypre. Donc tous ces centres véhiculaient un peu une tradition avec une littérature musicale, avec un répertoire littéraire extraordinairement riche. L'héritage culturel est tellement énorme qu'on ne peut pas ignorer cet héritage. Ouais. Et donc, pendant très longtemps, l'État a préféré de le mettre dans la poubelle. Donc c'était ma jeunesse. Nous, on a combattu. Mon père était aussi un musicien et mon grand-père aussi. Donc j'ai fait partie d'une famille qui a mené ce combat. Puis l'État a découvert que le monde entier s'intéressait à ça. Et aujourd'hui, alors où est-ce qu'on peut, parce que nos voyageurs ont très envie d'assister à un spectacle de derviche tourneur, où est-ce qu'on peut en voir en Turquie? À Istanbul, il y a 5 centres historiquement existants. Et puis je sais que dans la ville de Konya, vu l'afflux de touristes qui veulent voir ça, il y a des cérémonies régulièrement organisées par la mairie et par l'office de tourisme. Et entre le combat culturel et le tourisme, il y a quand même un écart, quoi. Et maintenant, c'est du consommation, quoi. C'est une musique très cérémoniale. Il y a des moments très méditatifs. Là, en pensant que les étrangers vont s'ennuyer, ils vont jouer des choses beaucoup plus animées. Mais qui ne correspondent pas du tout. Et c'est là que ça devient du folklore. Est-ce que vous voulez bien nous jouer du ney? Je veux bien, mais sauf ne commencez pas à tournoyer, c'est méditatif. Je n'ai pas la tenue pour. Regarde Laurence, j'ai trouvé une information vraiment surprenante. La Turquie, c'est la 2e croissance économique mondiale, juste derrière la Chine. Ah, quand même, ouais, je pensais pas. C'est aux portes de l'Europe et il y a un miracle économique, sans doute que la consommation doit être en plein boom. Et voilà, l'interrogation, c'est quelles sont les sources de ce boom économique turc? Et après, l'interrogation vient aussi du fait que la Turquie est candidate à l'Union européenne. Donc ça nous interpelle, nous Européens. Et quelque part, avec ce voyage, on avait envie de se dire, allons nous-mêmes nous faire notre opinion. Idée, ouais. Et puis voir un petit peu si les Turcs sont plus européens ou plus orientaux. Alors comment vivent les Turcs? Plutôt à l'européenne, plutôt à l'orientale? C'est ce qu'on va voir avec Defne Gürsoy, c'est une journaliste turque. Elle vit à Paris depuis plus de 10 ans.
Ce qui interpelle Nicolas notamment, c'est cette croissance économique incroyable qu'a connue et que connaît encore la Turquie. Comment on l'explique ? Écoutez, c'est très simple. La Turquie ne possède pas, comme tous ses voisins, surtout de l'Est, de pétrole ou d'autres ressources naturelles. Si elle est à la 15e place mondiale et fait partie du G20 depuis assez longtemps, c'est en travaillant. Donc les Turcs sont des grands bosseurs. C'est une société de consommation. Quel type de société on trouve ? Ah oui, c'est une grande société de consommation. On est dans les 73-74 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 25 ans. Oui, imaginez-vous quand même que non seulement c'est une force économique, mais aussi de consommateurs qui sont tout à fait en phase avec toutes les modes de consommation occidentales, vestimentaires, de mode de vie. Vous allez dans une modeste maison, même dans une banlieue défavorisée d'Istanbul, vous y trouverez un lave-linge, enfin tous les électroménagers qui sont dans la norme. Et les Turcs aiment consommer, et c'est pour ça que la croissance continue, malgré un taux de chômage très élevé, surtout parmi cette jeune population de moins de 25 ans. Ça en fait un pays très moderne. En fait, ça dépend d'où vous allez, surtout dans les grandes villes, autour d'Istanbul ou bien la côte égéenne, Izmir, Bursa, Adana. Surtout à Istanbul, on vit peut-être même plus à l'européenne que beaucoup de villes européennes. C'est une ville où il y a une movida culturelle et intellectuelle, mais quand même, dans l'est du pays, dans l'est anatolien, surtout dans le Kurdistan turc, ça va être une autre histoire. Ils seront beaucoup plus dans un orientalisme nostalgique. Les gens seront tout aussi accueillants dans les grandes villes que dans les petits villages. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de faire la traversée de ce pays qui est assez grand quand même géographiquement et de voir en fait, de passer presque physiquement de l'Occident vers l'Orient. La gastronomie est une belle illustration de ce carrefour entre toutes les civilisations que représente la Turquie. Exactement, c'est un melting pot. Tout ce qui est farci vient des Arméniens. Tout ce qui est de la mer vient des Grecs. Tout ce qui est les mésés, etc., vient plutôt du Moyen-Orient. Mais la Turquie a réussi à faire un ensemble parfait de toutes ces diverses traditions culinaires. Et vous allez vous régaler, bien sûr. Comment vous décririez l'état d'esprit turc ? Alors l'état d'esprit turc est un état d'esprit conservateur en mœurs, ça il faut le dire, très ancré dans un nationalisme malheureusement qui ne change pas depuis presque le début de l'État-nation turc. Ils sont fiers de leur pays. Les Turcs sont très fiers d'être Turcs. S'ils sont très fiers, les Turcs, est-ce qu'ils ont toujours envie d'intégrer l'Union européenne après tant d'années d'attente ? Mais c'est pas seulement l'attente, c'est surtout le gouvernement et le président actuel de la France qui a été le premier à être ouvertement opposé à l'adhésion de la Turquie. C'est vrai qu'ils l'ont pris très très mal. Personnellement, mon opinion, ce n'est pas l'adhésion finale qui compte. Ce qui compte pour la Turquie, c'est ce changement qu'a enclenché le processus de négociation, a déclenché un changement qui est irréversible. Vous savez que le tabou du génocide arménien est tombé. Par exemple, personnellement, je suis correspondante d'un quotidien Birgun. J'écris depuis des années le génocide arménien sans être poursuivi. Il faut être lucide aussi, on n'est pas près de la reconnaissance par l'État turc. Merci Daphné. On est directement concernés en fait. On a un ami en commun, c'est vrai, qui est d'origine arménienne, donc c'est vrai que... Est-ce qu'on peut en parler sur place sans être malmené? Et sur les autres minorités, vous avez des interrogations? Sur les Kurdes et sur ce qu'ils vivent au quotidien en Turquie, savoir quels sont leurs droits, savoir il y a des attentats, j'ai cru comprendre aussi. J'espère que tout se passera bien. La reconnaissance du génocide arménien, c'est l'un des points de blocage de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, tout comme le traitement d'autres minorités, notamment celle des Kurdes. On va en parler avec Dorothée Schmidt, c'est la responsable du programme Turquie contemporaine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Dorothée Schmidt. Bonjour. Nos voyageurs ont l'impression qu'on ne peut pas prononcer le mot génocide arménien sans être malmené en Turquie. Est-ce que le génocide arménien est un tabou toujours dans le pays? On a toujours tendance à voir la Turquie comme un pays où les choses sont extrêmement bloquées sur ce sujet. Or, on a
assisté depuis 2 ou 3 ans à un très fort déblocage, précisément, à une levée du tabou sur le sujet arménien. Avec des commémorations depuis 2 ans. Avec aussi des commémorations depuis 2 ans, oui, tout à fait. Mais c'est une levée du tabou qui est venue plutôt de la société civile en Turquie, qui est venue plutôt d'en bas. C'est-à-dire que l'État turc reste encore aujourd'hui, je dirais, très crispé malgré tout sur cette question. Pour des touristes, je pense notamment pour des jeunes qui voyagent en Turquie aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement intéressant de soulever cette question. Je pense qu'au contraire... Et d'en parler avec la absolument, population. je pense que ça permet de mesurer le degré de dynamisme aujourd'hui du débat politique en Turquie, d'arriver à comprendre où sont les blocages ou pas. Mais je pense qu'on est vraiment dans une phase de déblocage et qu'il est très important de saisir ce moment-là, justement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut pas dire en Turquie, des gaffes à ne pas faire? De façon générale, il ne faut pas trop plaisanter avec l'orgueil national turc, mais de toute façon, quand on est français et qu'on voyage en Turquie, on part déjà avec un handicap majeur. Donc l'ensemble des Français sont considérés comme étant un peu les émissaires du président de la République, qui ont du mal à accepter les Turcs, qui veulent repousser l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne pour des raisons de racisme, d'islamophobie, etc. Et parmi les raisons qui bloquent l'avancée de la candidature de la Turquie à l'Union européenne, il y a le dossier kurde quand même, la question kurde. Où on en est? Est-ce que ça aussi c'est un sujet qui fâche? Après la quasi-guerre civile qui a fait rage donc, dans les années 90, on arrive à une forme d'apaisement parce que d'abord les Turcs, la diplomatie turque a réussi un rétablissement très important sur la question irakienne. Vous savez qu'au départ, l'émergence d'un gouvernement régional du Kurdistan en Irak était une des grandes peurs de l'État turc, puisqu'on avait l'impression que ça allait peut-être encourager le sécessionnisme en Turquie même, dans le sud-est de la Turquie. Or, il se trouve que l'État turc, en réalité, a réussi un vrai rétablissement diplomatique en s'entendant à la fois avec le gouvernement régional du Kurdistan, avec l'État central à Bagdad. Et, en envoyant des troupes d'ailleurs aussi, beaucoup? Oui, alors à certains moments, effectivement, mais aujourd'hui on a une relation qui est quand même une bonne relation diplomatique qui est établie, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance de l'entité kurde, je dirais, y compris culturellement finalement par les Turcs, à partir du moment où cette entité kurde est à l'extérieur. Exactement. En tout cas, c'est un dossier qu'aujourd'hui on est en train d'ouvrir aussi, à la fois pour des raisons électorales et puis peut-être pour des raisons tactiques aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Il y a eu des attentats en Turquie, ça c'est aussi un sujet qui questionne, qui interpelle nos voyageurs. Est-ce qu'il y a des menaces pour la sécurité? Est-ce qu'un voyage en Turquie peut être... Il faut faire attention au Kurdistan dans certaines zones, et notamment près de la frontière irakienne, ça c'est clair qu'il faut faire attention en ce moment. Alors, des voyageurs français ne sont pas menacés en tant que voyageurs français dans la région, mais c'est une région où il y a beaucoup de tensions et on peut se retrouver pris sans le vouloir dans des incidents armés. Donc il faut être attentif aux recommandations du Quai d'Orsay sur ces questions. Salut Nico, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Alors ça y est, c'est le grand départ? Ça y est. Vous êtes prêts? Vous avez toutes les informations qu'il vous faut? Oui, absolument, toutes les informations, ça y est, c'est bon. Merci à vous. Grâce à vous d'ailleurs. Bon, alors pour finir de préparer votre départ peut-être dans l'avion ou dans le train, on vous a apporté quelques cadeaux. Le livre de Nedim Gürsel, Les filles d'Allah, dont on a parlé dans l'émission, pour lequel il a eu un procès finalement acquitté. Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature. Et puis un peu de cinéma peut-être pour le retour. Fatih Akin, l'un des plus célèbres réalisateurs turcs, de l'autre côté. Et puis de la musique bien sûr, Güney, musique soufie, un disque de Kutsi Erguner. Merci beaucoup, je vous souhaite un beau voyage. Donnez-nous des nouvelles, envoyez-nous des photos. Des photos sans problème. Avec plaisir. Ok, avec plaisir. Profitez bien, à bientôt, bon voyage. Merci. Au revoir. Si vous aussi vous souhaitez qu'on vous aide à préparer votre départ, envoyez-nous vos destinations envisagées à l'adresse et si on partait @public.sena.fr. Et on se quitte sur des images d'Alexandre et de Flavie qui préparaient leur voyage en Australie lors du dernier numéro d'Et si on partait.